Le tintement d'une flûte de champagne résonnait encore lorsque Julien se leva. Le soleil de ce dimanche de mai frappait son visage, le visage de mon garçon, devenu un homme que je peinais à reconnaître. Ses yeux n'étaient alors pas tournés vers moi. Ils étaient fixés sur Liliane, sa belle-mère, assise en bout de table, telle une reine sur son trône. L'écrin de velours bleu nuit s'ouvrit avec un déclic feutré. À l'intérieur, une montre-bracelet en or se mit à scintiller. 15 000 € de pur éclat. Liliane porta les mains à sa bouche, les yeux embués de larmes dans une performance digne des Césars. « Et ce n'est pas tout, » dit Julien, la voix tremblante d'émotion. « 2 billets pour Rome. Vous méritez le monde, Liliane. » Les applaudissements éclatèrent, des exclamations fusèrent. Quel gendre merveilleux! Chloé, ma belle-fille, pleurait d'émotion à côté de sa mère. Et moi, je me contentais d'observer, le sourire figé sur mon visage, ma coupe de champagne arrêtée à quelques centimètres de mes lèvres. Après l'ovation, il se tourna enfin vers moi. Son sourire était différent, à présent, fatigué, une obligation. Il s'approcha et me tendit un petit sac en papier, de ceux qu'on trouve dans les grands magasins. « Pour toi, maman. Bonne fête des mères. » Mes mains cherchèrent le contenu. Un foulard, imprimé floral, tissu synthétique, rêche au toucher. Un petit mot disait simplement « Avec toute mon affection, Julien ». Pas même un « je t'aime », juste de l'affection. Le silence à table était aussi tranchant qu'un rasoir. Julien me regarda, attendant une réaction, et je lui en donnai une. Je souris, mais à l'intérieur, une voix froide et claire me murmura la vérité que je refusais de voir. Ce n'était ni une erreur, ni un oubli. C'était un message. Et le plus effrayant, c'est que je ne savais pas encore ce qu'il signifiait. Qu'auriez-vous fait ? Cette histoire d'humiliation ne fait que commencer. Pour ne pas manquer le retournement de situation et voir comment Hélène recouvre sa dette, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Je m'appelle Hélène, j'ai 62 ans, mais ce dimanche-là, j'avais l'impression d'en avoir 100. Les gens me connaissent comme la propriétaire du château Aurore, l'un des plus grands domaines viticoles du pays. Ils me voient dans les magazines d'affaires, souriante sur les photos, la veuve qui a transformé l'héritage en faillite de son mari en un empire, la femme de caractère, l'exemple de la résilience. Mais personne, et encore moins mon fils Julien, n'a la moindre idée de ce que ce caractère m'a réellement coûté. Quand mon mari est parti, il y a 30 ans, il ne m'a pas laissé un héritage. Il m'a laissé une montagne de dettes et un vignoble malade, avec des ceps de vignes secs qui ressemblaient à des squelettes implorant la pluie. Julien n'avait que 5 ans. Pendant qu'il dormait, je passais mes nuits penchée sur des livres d'œnologie et de finance, essayant de déchiffrer un monde qui n'était pas le mien. Le jour, mes tailleurs de veuve étaient troqués contre des bottes pleines de boue. Mes mains, qui auraient dû être douces, devinrent rêches, calleuses, les ongles marqués à jamais par la terre. Je n'étais pas une PDG de bureau. J'étais la première arrivée et la dernière partie, avec des mains qui sentèrent la terre et l'avenir. Julien a grandi à l'abri de tout cela. Pour lui, l'argent avait toujours été là. Le succès du domaine était un fait accompli, pas un miracle bâti sur le sommeil et la jeunesse de sa mère. Il a eu les meilleures écoles, des échanges à l'étranger, la première voiture importée. Je lui ai donné le monde, dans l'espoir qu'il comprendrait la valeur de ce qu'il recevait. Puis, il a amené Chloé, et avec elle, Liliane. Liliane est le genre de femme que je n'ai jamais pu être. Ses mains sont impeccablement manucurées. Sa plus grande préoccupation est la couleur de son vernis de la semaine. Tandis que je forgeais mon savoir dans des livres poussiéreux et une pratique ardue, elle collectionnait des conseils dans des magazines de luxe. Et c'était elle que mon fils écoutait. Peu à peu, j'ai cessé d'être la mère pour devenir une fonction, la pourvoyeuse, le pilier silencieux qui soutenait le luxe de leur vie. J'étais celle qui signait les chèques pour couvrir les investissements désastreux de Julien, celle qui débloquait l'argent pour les rénovations interminables de leur maison, celle qui souriait en disant « Tout va bien » quand tout en moi criait. Je suis devenue le havre de paix que tout le monde utilise, mais dont personne ne prend soin. À ce déjeuner, en tenant ce foulard bon marché, j'ai regardé mes mains sur la table. Ces mêmes mains qui avaient taillé les vignes, qui avaient négocié avec les banques, qui avaient signé des contrats millionnaires, les mains qui avaient bâti le monde de Julien. Et tandis qu'il riait à une plaisanterie de Liliane, j'ai compris qu'un pilier peut aussi s'effondrer. Il suffisait d'un seul mouvement. La question était,
Étais-je prête à être ce mouvement? Pendant des années, le seul mouvement que j'ai désiré était une étreinte. Une simple et honnête étreinte pour me dire « Merci, maman ». Pas pour les millions que le domaine générait, mais pour les nuits où j'avais veillé sur sa fièvre, pour les peurs que j'avais apaisées, pour la vie que j'avais construite afin qu'il ne connaisse jamais la vraie peur, celle de n'avoir rien. Mon désir était modeste, c'était du respect. C'était d'entrer chez lui sans me sentir comme un meuble ancien, précieux, mais qui ne s'accorde plus avec la nouvelle décoration. C'était d'être écouté dans une conversation, pas simplement toléré, jusqu'à ce que le sujet revienne au projet de voyage de Chloé ou aux derniers soins esthétiques de Liliane. Je voulais juste une place à table qui soit vraiment la mienne. Ce désir est devenu une douleur quasi physique il y a 5 ans. Julien, fraîchement nommé directeur de l'innovation, a décidé que le château Aurore avait besoin d'une ligne jeune et disruptive. Contre tous mes conseils, il a investi près de 2 millions d'euros dans des bouteilles au design italien, des étiquettes holographiques et une campagne marketing avec des influenceurs qui connaissaient à peine la différence entre un cabernet et un jus de raisin. Le vin était médiocre. L'échec fut monumental. L'appel est arrivé à 2 heures du matin, un mardi. Sa voix, d'habitude si pleine d'assurance, n'était qu'un murmure de panique. « Maman, les fournisseurs, les distributeurs, je vais faire faillite. On va faire faillite. » Je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». Je me suis levée en silence, j'ai enfilé une robe de chambre par-dessus ma chemise de nuit et je suis allée au bureau. La lumière de l'écran a éclairé mon visage fatigué pendant que je transférais l'argent de mon fonds d'investissement personnel, la réserve que je gardais pour ma propre vieillesse, vers le compte de l'entreprise. Le gouffre était comblé. Le lendemain matin, il m'a serré dans ses bras dans la cuisine. « Ouf, quelle frayeur! Je savais que tu arrangerais ça », a-t-il dit, attrapant déjà ses clés de voiture pour aller jouer au tennis. Il n'y a pas eu de « merci », pas de « excuse-moi de ne pas t'avoir écouté ». J'ai simplement été la solution, la fonction. Le deuxième coup est venu il y a 2 ans, lorsqu'il a tenté d'acheter les terres voisines pour une expansion. J'ai analysé la proposition et j'ai vu les pièges. Le contrat était une toile d'araignée juridique. Les vendeurs avaient une réputation douteuse. « Julien, ne fais pas ça. C'est dangereux », l'ai-je supplié. Il m'a regardé avec condescendance. « Maman, les temps ont changé. Tu es trop conservatrice. » Liliane, à ses côtés, ajouta « Hélène, ma chère, qui ne risque rien à rien. » Il a suivi son conseil. 1 semaine plus tard, nous avons découvert que c'était une escroquerie. Il a failli perdre un acompte de 300 000 € et a presque impliqué l'entreprise dans une fraude fiscale. C'est moi qui ai passé 3 jours enfermé avec des avocats, utilisant ma réputation et mes contacts pour défaire l'affaire et laver son nom. Sa gratitude? Une tape dans le dos et un « Tu es la meilleure, maman ». J'ai avalé ma peine et j'ai continué. J'ai continué à aimer, à pourvoir, à désirer ce petit et misérable podium de reconnaissance. La fête des mères, pensais-je, serait différente. C'est une date universelle, une obligation affective. Aucun fils n'oublie sa mère ce jour-là, n'est-ce pas? Je ne voulais pas de montre, pas de voyage. Je voulais un geste, un déjeuner où je serais à l'honneur, un souvenir choisi avec temps, avec affection, une preuve que, derrière la femme d'affaires et la pourvoyeuse, il voyait encore la femme qui l'avait bercé. Mais, assise à cette table, ce foulard rêche dans les mains, voyant l'éclat de l'or au poignet de Liliane, mon désir s'est transformé. L'aspiration tiède au respect a laissé place à un besoin froid et tranchant. Je ne voulais plus qu'il me voie. J'avais besoin qu'il ressente mon absence, qu'il comprenne qu'un pilier, une fois retiré, emporte toute la maison avec lui. La douleur de l'humiliation avait un pouvoir étrange, celui de consumer l'espoir pour forger quelque chose de bien plus dur à sa place. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Liliane a chuchoté quelque chose à l'oreille de Julien. Il a ri, puis m'a jeté un regard. Ce fut un regard fugace, presque imperceptible. Un mélange de pitié et d'impatience, comme on regarde un problème qu'il faut gérer. Et là, j'ai vu clairement. Mon fils n'était pas seulement aveuglé par sa propre arrogance. Il y avait un miroir devant lui, un miroir qui ne reflétait que ce qu'il voulait voir, et ce miroir avait un nom et un prénom. Et pour que Julien puisse à nouveau me voir, j'ai compris qu'il me faudrait d'abord briser le miroir qui l'enchantait. La journée avait commencé par une promesse silencieuse. J'avais choisi ma robe avec le soin d'une adolescente se rendant à son premier rendez-vous.
un bleu marine, en soie, dont Julien disait qu'il faisait ressortir la couleur de mes yeux. Je ne suis pas idiote. Je savais que ce ne serait pas une journée de conte de fées, mais une petite partie de moi, la mère qui vit encore sous l'armure de la femme d'affaires, nourrissait un fragile espoir. Peut-être qu'aujourd'hui, pensais-je en appliquant un rouge à lèvres discret, peut-être qu'aujourd'hui il se souviendra de moi. Je suis arrivée au domaine, ponctuelle, à midi. Le jardin, mon jardin, était transformé. Une longue table en bois rustique, couverte d'un lin blanc impeccable, avait été dressée sous le tilleul centenaire. La décoration était élégante, minimaliste, mais froide. C'était le style de Chloé. Pas une seule touche ne rappelait mon histoire, l'histoire de ce lieu. Je me sentais comme une invitée dans ma propre maison. Julien m'a accueillie d'une accolade hâtive, ses yeux cherchant déjà par-dessus mon épaule. « Maman, je suis content que tu sois là. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. » Le baiser sur ma joue était sec, protocolaire. Quelques secondes plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée et Liliane en est descendue, digne d'une star de cinéma. Le visage de mon fils s'est illuminé. Il a couru pour l'accueillir, lui a pris son sac, a tiré une chaise pour elle en bout de table, la place d'honneur. « Liliane, vous êtes éblouissante. Une coupe de champagne ?» Je me suis assise, où l'on m'a indiqué, au milieu de la table, coincée entre une cousine éloignée de Chloé et un ami du couple qui ne quittait pas son téléphone des yeux. La conversation autour de moi n'était qu'un bourdonnement de sujets triviaux. Le dernier voyage à Miami, la difficulté de trouver un bon coach sportif, la nouvelle collection de sacs d'un créateur français. J'ai essayé de participer, mais mes histoires sur les vendanges ou le nouveau processus de fermentation semblaient venir d'une autre planète. J'étais un anachronisme, une pièce de musée dans une galerie d'art moderne. J'ai observé mon fils. Il était l'hôte parfait pour la famille de sa femme. Rieur, attentionné, charmant. Il se levait toutes les 5 minutes pour voir si Liliane avait besoin de quelque chose, si le soleil la dérangeait, si le repas était à son goût. À moi, il a lancé un unique regard de l'autre côté de la table, un bref hochement de tête, comme pour vérifier qu'une obligation sociale était remplie. Chaque geste de tendresse de sa part envers Liliane était un petit coup de poignard dans ma poitrine. Je n'étais pas jalouse. Ce que je ressentais, c'était le deuil d'une intimité que nous avions perdue, d'une connexion qui s'était évaporée sans que je m'en rende compte. Puis, après le dessert, le moment est arrivé. Julien s'est levé, tapotant légèrement sa flûte avec un couteau. Un silence attentif s'est abattu sur le jardin. « Bien, tout le monde !» commença-t-il, un large sourire aux lèvres. « Aujourd'hui est un jour très très spécial. La fête des mères. C'est le jour où nous célébrons les femmes qui sont notre pilier, notre tout. Et j'ai la chance d'avoir 2 mères incroyables dans ma vie. Mon cœur, malgré moi, s'est emballé. Ça y était. C'était le moment. Le fragile espoir que je portais en moi s'est enflammé. Il s'était souvenu. Il allait me rendre hommage. Il a continué, parlant de l'importance de la figure maternelle avec des mots beaux et universels. Je le regardais, mon garçon, devenu un homme, et l'espace d'un instant, tout le reste a disparu. Il n'y avait que lui et moi. Mais il s'est tourné, pas vers moi, vers le bout de la table. Et je veux commencer par parler de vous, Liliane. Le monde a retrouvé son volume. Mais pour moi, ce n'était qu'un bruit lointain. Mon attention était captive, glacée. Tandis que Julien entamait un discours passionné sur la sagesse et l'élégance de sa belle-mère, mon regard a croisé celui d'une cousine de Chloé, assise un peu plus loin. Elle s'est penchée vers sa voisine, pensant que personne n'entendrait, et a murmuré avec un sourire complice « Surveille bien les cadeaux. » Chloé a tout prévu pour remettre chacune à sa place aujourd'hui. Ces mots m'ont frappé avec la violence d'un coup de poing. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas l'insensibilité d'un fils. C'était un plan. Une humiliation délibérée, orchestrée. Et j'en étais la cible principale. Surveille bien les cadeaux. Chloé a tout prévu pour remettre chacune à sa place aujourd'hui. La voix de la cousine de Chloé résonnait dans ma tête, étouffant le bruit des couverts et des conversations. Soudain, tout est devenu d'une clarté limpide. Le sourire de Chloé à son mari n'était pas de la fierté, c'était de la complicité. Le discours de Julien n'était pas spontané, c'était un script. Et j'étais le public d'une pièce de théâtre cruelle, écrite pour me rabaisser, pour me mettre à ma juste place. La place de la pourvoyeuse silencieuse, de la figure historique qui mérite un hochement de tête, mais pas le véritable honneur. Tout mon corps s'est raidi.
Chaque mot qui sortait de la bouche de Julien avait maintenant un double sens, une pointe empoisonnée que seul moi pouvais sentir. « Et je veux commencer par parler de vous, Liliane, » dit-il, et sa voix s'est emplie d'une chaleur qu'il n'avait plus utilisée avec moi depuis des années. On parle de la force d'une mère, et c'est vrai, mais peu de gens parlent de l'importance de la légèreté. Et vous, Liliane, vous m'avez appris ce que c'est que de vivre avec légèreté. Vous m'avez appris que la vie ne doit pas être que travail et sacrifice. Le voilà, le premier coup de poignard, une critique directe de ma vie, déguisée en éloge pour elle. Il était en train de me dire, devant tout le monde, que mon dévouement était un fardeau, que mon sacrifice était trop lourd. J'ai regardé Chloé. Elle gardait un sourire serein, les yeux fixés sur Julien, mais j'ai senti son regard se poser sur moi en biais, une vérification rapide pour mesurer l'impact de ses paroles. Le plan se déroulait à merveille. Vous avez accueilli un gendre et l'avez traité comme votre fils, poursuivit Julien. Vous avez ouvert les portes de votre maison et de votre cœur. Pour cela, et pour m'avoir donné la femme de ma vie, ma gratitude est éternelle. Il a marqué une pause théâtrale et a pris l'écrin de velours bleu. Le silence était total. Et je voulais vous offrir un petit symbole de cette gratitude. Il a ouvert l'écrin. La montre était encore plus belle de près. Une pièce de design suisse, délicate, l'or rose brillant comme un petit soleil. Liliane a poussé un soupir parfaitement répété. « Julien, mon chéri, non, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter un cadeau si précieux. Vous le pouvez et vous le devez, » dit Julien, la voix ferme, dans son rôle de gendre magnifique. Il a contourné la table et, avec une révérence, a pris le poignet de Liliane. Le geste était intime, presque celui d'un fiancé passant une alliance. Il a bouclé la montre avec un soin que je n'avais jamais reçu. Liliane a levé le bras, tournant le poignet pour que chacun puisse admirer l'éclat. Les invités ont soupiré à l'unisson. « Et, » dit Julien en élevant la voix pour retenir l'attention, « comme je sais que vous êtes une femme du monde, qui apprécie les belles choses de la vie, il a sorti 2 enveloppes blanches de la poche de son veston. Un cadeau pour votre âme. 10 jours en Toscane, tous frais payés, pour que vous puissiez vous inspirer des vrais grands domaines viticoles du monde. Le deuxième coup de poignard, plus profond, plus douloureux. Les vrais grands domaines. Il dénigrait mon travail, ma vie, l'empire que j'avais bâti et qui payait pour ce moment précis, pour cette montre, pour ce voyage. Il m'humiliait avec mon propre argent. Cette fois, les applaudissements furent une ovation. Liliane, pleurant maintenant des larmes de crocodile, s'est levée pour l'embrasser. « Tu es le fils que je n'ai jamais eu !» s'est-elle exclamée, assez fort pour que tout le monde entende. Le spectacle a duré au moins 5 minutes. Une fois l'agitation retombée, Julien, le visage rouge de satisfaction, s'est enfin souvenu de moi. Le trajet du bout de la table jusqu'à ma chaise a semblé durer une éternité. Son sourire grandiose s'est effacé à chaque pas, remplacé par une expression de formalité, de devoir à accomplir. Il s'est arrêté à côté de moi. L'atmosphère dans la pièce avait changé. L'excitation avait cédé la place à une curiosité morbide. Qu'allait recevoir l'autre mère? Il m'a tendu le sac en papier. C'était léger, insignifiant. « Maman, bonne fête des mères », dit-il, la voix maintenant sur un ton bureaucratique. « J'ai vu ça dans un magasin, et je me suis souvenu que tu te plains toujours de la climatisation au bureau. J'ai pensé que ce serait utile. » Utile. Le mot est resté suspendu dans l'air. Mes mains, qui tremblaient intérieurement, sont restées calmes en apparence. J'ai pris le sac, j'ai retiré le papier de soie et j'ai révélé le foulard, un imprimé de fleurs génériques sur un fond beige. Le tissu synthétique avait un lustre bon marché. L'étiquette d'une enseigne de fast fashion pendait encore, nonchalamment cachée dans un pli. 29,99 €. Le silence à table était si profond que je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Personne n'osait parler. J'ai levé les yeux et j'ai vu le visage de Chloé. Une lueur de triomphe brillait dans son regard. Elle avait réussi. Le plan avait été un succès. Julien s'est raclé la gorge, mal à l'aise dans ce silence. « Alors, ça te plaît, maman ?» Tout l'air de mes poumons semblait s'être envolé. Tous les regards étaient tournés vers moi, attendant, jugeant. J'étais une bête traquée. Toute réaction, la colère, la tristesse, l'accusation, m'aurait fait passer pour la méchante ingrate, la mère amère qui ne savait pas accepter un cadeau venu du cœur.
Je n'avais qu'une seule issue, jouer la comédie. J'ai affiché le sourire le plus faux et le plus douloureux de ma vie. J'ai regardé mon fils, l'homme qui me poignardait avec un sourire, et j'ai forcé ma voix à sortir. Il est magnifique, mon fils. Merci. Le mot « merci » est sorti de ma bouche avec un goût de cendre. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Le mot « merci » plana dans l'air une seconde, puis mourut, avalé par la gêne générale. Quelqu'un, quelque part à table, lança un sujet quelconque sur la météo, désespéré de combler le vide. La conversation reprit, en trébuchant, forcée, comme un moteur qui tousse avant de démarrer. Pour moi, cependant, le monde était devenu silencieux. Les bruits de la fête, les rires, le cliquetis des couverts, la musique d'ambiance, parvenaient à mes oreilles comme un bourdonnement lointain, comme si j'étais au fond d'une piscine. J'étais là, assise, droite, le sourire toujours peint sur mon visage, mais ma conscience s'était détachée de mon corps. Je me voyais de l'extérieur, une femme de 62 ans, en robe bleue, tenant un foulard bon marché, prétendant que son cœur n'avait pas été réduit en miettes. Mon crime, pensais-je en observant la scène avec un détachement chirurgical, fut d'aimer trop, d'aimer de manière inconditionnelle, stupide, aveugle. Un amour qui n'impose pas de limites, qui ne demande pas de réciprocité, n'est pas perçu comme de l'amour. Il est perçu comme une ressource, inépuisable, garantie. Et les ressources, quand elles sont abondantes, perdent leur valeur. Mon esprit, tel un projecteur fou, se mit à diffuser des flashs du passé, des images que j'avais enfermées dans un coffre poussiéreux de ma mémoire. Moi, la trentaine, vendant la montre en or de mon défunt mari, le seul souvenir de valeur qu'il m'avait laissé. Je l'ai vendu pour payer le séjour linguistique que Julien voulait tant faire avec ses amis. Je me souviens du poids de cette montre dans ma main, son dernier tic-tac avant de la céder. Il ne l'a jamais su. Il est revenu du séjour en se plaignant de la nourriture. Une autre image. Moi, devant la machine à coudre, à 3 heures du matin, les yeux brûlants de sommeil, raccommodant une déchirure de son jean de marque pour qu'il puisse le porter à la fête du lendemain. J'aurais pu en acheter un autre, mais les fins de mois étaient difficiles. Il a pris le jean le matin sans même remarquer la réparation. Une autre. Le jour où j'ai annulé mes premières vacances en 10 ans, une modeste semaine à la mer, parce que Julien, à 19 ans, avait accidenté la voiture que je lui avais offerte et la réparation coûtait le montant exact de mon repos. « Maman, tu comprends, n'est-ce pas ?» m'a-t-il dit. Et j'ai compris. Je comprenais toujours. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque rêve reporté, défila devant mes yeux. Je ne voulais pas de médaille pour ça. Je ne voulais juste pas être puni pour mon dévouement. Et qu'était ce foulard, sinon une punition? Une attestation de mon insignifiance. Une déclaration publique que Liliane, la femme qui n'avait jamais rien sacrifié, était digne d'or et de voyage, tandis que moi, l'architecte de tout cela, méritais un morceau de polyester. La colère commença à monter, une vague froide et lente partant du creux de mon estomac. Ce n'était pas une colère explosive. C'était une colère glaciale, lucide. Une colère qui apportait la clarté. Je les ai regardés, tous les trois. Mon triumvirat de bourreaux. Liliane, maintenant plus calme, sirotait son champagne d'un air supérieur, la montre brillant à chacun de ses gestes. Chloé, la stratège, discutait avec une amie, mais ses yeux m'épiaient, avides d'une réaction, d'une larme, du moindre signe que son plan m'avait détruite. Et Julien, mon fils, il évitait mon regard à tout prix. Il était concentré sur son assiette, riant un peu trop fort aux plaisanteries, le portrait de l'homme coupable qui tente désespérément de faire comme si de rien n'était. Il n'était pas un monstre. Il était pire. C'était un lâche, un homme faible, modelé par la poigne de fer de sa mère, puis amolli par le charme manipulateur de sa femme. À cet instant, la douleur céda la place à une épiphanie terrible et libératrice. J'avais passé ma vie à construire un château pour mon prince, et il l'avait maintenant offert à une autre reine, me reléguant dans une petite chambre de bonne. Ils ne se contentèrent pas de me manquer de respect. Ils essayaient de m'effacer, de réduire mon histoire à une note de bas de page. Et l'amour inconditionnel était l'arme qu'ils utilisaient contre moi, parce qu'ils savaient que j'endurerais, que je sourirais, que je pardonnerais. Parce que c'était ce que j'avais toujours fait. La fête commença à se disperser. Je me levai avec un calme que je ne ressentais pas. « Excusez-moi »
dis-je à la tablée, la voix ferme. Je me dirigeais vers la maison, sentant le regard de Chloé dans mon dos. Je ne suis pas allée dans ma chambre. Je suis allée aux toilettes du rez-de-chaussée. J'ai verrouillé la porte. La première chose que j'ai faite a été de jeter le foulard à la poubelle avec les papiers parfumés. Puis, j'ai relevé la tête et je me suis regardée dans le miroir. Le visage qui me fixait était pâle, les yeux cernés, mais il y avait quelque chose de nouveau. Une flamme dure, froide, au fond de mon iris. La femme dans le miroir n'était pas la victime. Ce n'était pas la pauvre mère. C'était Hélène, la femme qui avait regardé la faillite dans les yeux et l'avait vaincue. La femme qui avait négocié avec des hommes qui la trouvaient inférieure et leur avait fait ravaler leur orgueil. La femme qui avait transformé une terre aride en or liquide. Où était-elle passée ces dernières années? Endormie, anesthésiée par l'amour. Mais l'humiliation avait été l'antidote. Dans ce miroir, je n'ai pas vu une mère au cœur brisé. J'ai vu une créancière. Leur dette envers moi n'était pas financière. C'était une dette de respect, de reconnaissance, de dignité. Et moi, Hélène, fondatrice et propriétaire du château Aurore, j'allais en recouvrer chaque centime, avec les intérêts. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non par tristesse, mais par une clarté fébrile qui s'était emparée de mon esprit. Le plan s'est formé dans l'obscurité de ma chambre, non comme un acte de vengeance, mais comme une intervention chirurgicale, précise, froide, nécessaire pour retirer une tumeur. La tumeur de la complaisance, de l'ingratitude, de la faiblesse que j'avais moi-même contribué à créer chez mon fils. Le lundi, je me suis levée avant le soleil. J'ai enfilé mon tailleur le plus austère, un gris anthracite que je portais pour les négociations les plus difficiles. Personne dans la maison n'a bougé. J'ai conduit jusqu'au domaine dans le silence du matin, le brouillard flottant encore bas sur les vignes. L'endroit était désert. Au lieu d'aller dans mon bureau, je suis allée au service financier. Avec mon mot de passe d'administratrice, j'ai accédé au système. L'écran de l'ordinateur s'est allumé, et avec lui, la carte de la destruction. Là se trouvait la preuve froide et chiffrée de tout ce que je ressentais. Les retraits exorbitants de Julien sous l'intitulé « Frais de représentation ». Des voyages dans des hôtels de luxe avec Chloé, classés comme « prospection de marché », des dîners dans des restaurants étoilés enregistrés comme « réunions avec des investisseurs ». Sa carte de crédit d'entreprise était une hémorragie, et les projets qu'il dirigeait, un cimetière d'idées ratées, chacune avec une perte à 6 chiffres à côté. Méthodiquement, j'ai commencé à tout imprimer. Chaque relevé, chaque note de frais, chaque analyse de performance négative. L'imprimante bourdonnait, crachant page après page son incompétence et sa mauvaise foi. J'empilais les feuilles, les organisant dans des dossiers. Je ne rassemblais pas des accusations. Je constituais un dossier irréfutable. Une forteresse de faits contre laquelle aucun chantage émotionnel ne pourrait prévaloir. Vers 9 heures, avec mon arsenal de documents à côté de moi, j'ai passé un seul appel. « Maître Leroy ?» « C'est Hélène. »« Bonjour ?»« Hélène. »« Quelle surprise. Tout va bien ?»« Tout va parfaitement bien, mon ami. Mieux que jamais. » Ma voix était calme, presque joyeuse. « J'ai besoin de vous. Aujourd'hui. Soyez à votre cabinet à 11 heures. Apportez la structure complète de l'actionnariat du château Aurore. Nous allons faire une petite réforme. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Maître Leroy me connaissait depuis 30 ans. Il savait que « petite réforme » dans mon vocabulaire signifiait un tremblement de terre. « Il est arrivé quelque chose à Julien ?» demanda-t-il prudent. « Au contraire, maître. Il va lui arriver quelque chose. Pour la première fois de sa vie, quelque chose de réel va lui arriver. Soyez prêts. » Alors que je quittais mon bureau, le lourd dossier à la main, je suis tombée sur Julien dans le couloir. Il arrivait au travail à 10 heures du matin, un gobelet de café à la main et un sourire paresseux. « Maman, bonjour. » Déjà sur le pont, il a bâillé. « Écoute, à propos du cadeau, si le foulard ne t'a pas plu, tu peux l'échanger. Pas de problème. Chloé peut venir avec toi, elle a bon goût pour ces choses-là. » Mon sang se glaça. La condescendance. L'absence totale de conscience. Il croyait vraiment que le problème était l'objet, et non l'abîme de mépris qu'il représentait. L'ancienne Hélène aurait pleuré, aurait tenté de s'expliquer. La nouvelle Hélène a souri. Un sourire énigmatique qui n'atteignait pas mes yeux. « Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. Le cadeau était parfait. J'ai une réunion importante en ville, maintenant. On se parle plus tard. » Je suis passée devant lui,
le laissant dans le couloir avec une expression confuse. Il n'a pas compris mon ton, mon calme, et c'était exactement ce que je voulais. Le cabinet de Maître Leroy était un sanctuaire d'acajou et de cuir. Il m'attendait avec une expression inquiète. « Hélène, pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il? Vous m'avez fait peur. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert le dossier et commencé à étaler les documents sur son imposant bureau. Les relevés, les rapports, les pertes. Il regardait les papiers, puis moi, la compréhension et l'horreur grandissant dans ses yeux. « Je sais ce que vous allez dire, commençai-je, avant qu'il ne puisse parler, qu'il est mon fils, que je dois garder mon calme. Mais j'ai gardé mon calme pendant 35 ans, maître. Mon calme a créé un irresponsable. Mon amour inconditionnel a financé ceci. J'ai montré les papiers. Ce n'est pas une erreur, c'est un système, et je vais y mettre un terme. Aujourd'hui. »« Que voulez-vous faire ?» demanda-t-il à voix basse. « Je veux sauver mon entreprise, et peut-être, au passage, sauver mon fils de lui-même. Nous allons créer un conseil d'administration, professionnel, recruté sur le marché. Nous allons faire venir un PDG de l'extérieur, avec une poigne de fer et sans liens affectifs. Je resterai présidente du conseil, la propriétaire, mais sans pouvoir exécutif au quotidien. Et Julien, murmura-t-il, Julien recevra une offre d'emploi. Un poste de responsable marketing régional, avec un salaire du marché, des objectifs à atteindre et un chef à qui rendre des comptes. Sans carte de crédit illimitée, sans pouvoir de signature. Il aura la chance de prouver sa valeur. S'il refuse, la porte est ouverte. Je ne déshérite pas mon fils. Je licencie le dirigeant incompétent. Maître Leroy m'a fixé longuement. Il a vu dans mes yeux qu'il n'y avait aucune hésitation, aucune colère. Il n'y avait que la certitude froide de celle qui fait la seule chose à faire. Il a soupiré, a pris le téléphone et a appelé sa secrétaire. Annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi et apportez-moi les documents pour la modification des statuts. Immédiatement. Il a préparé les papiers, procès-verbaux, résolutions, nouvelles clauses. Chaque document était une brique retirée des fondations du monde confortable de Julien. Quand tout fut prêt, il m'a tendu la première feuille et un lourd stylo-plume. « Vous êtes sûre, Hélène ? Une fois que vous aurez signé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » J'ai pris le stylo. Le métal était froid dans ma main. J'ai regardé la ligne pointillée où mon nom devait figurer. Avec la dernière signature, je ne changeais pas seulement l'avenir du château Aurore. Je démolissais le château que j'avais construit pour mon fils, afin que, pour la première fois de sa vie, il apprenne à construire sa propre maison. Le tremblement de terre commencerait le lendemain. Cette douleur d'être invisible vous est-elle familière? Si oui, aimez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je lis et je m'assure de répondre. Le tremblement de terre n'est pas arrivé avec un grand bruit. Il est arrivé avec le silence. Mardi, le cabinet de Maître Leroy a envoyé un communiqué officiel à tous les membres du conseil et au directeur du château Aurore, les convoquant à une réunion extraordinaire et urgente le vendredi suivant. L'ordre du jour, délibération sur la restructuration de l'entreprise et les changements au sein de la direction exécutive. L'email, avec Julien en copie, a fait l'effet d'une bombe silencieuse dans l'entreprise. La panique s'est installée. Que se passait-il? Le château allait-il être vendu? Y aurait-il des licenciements massifs? Personne ne le savait. Et moi, la détentrice de toutes les réponses, je ne répondais pas au téléphone. J'ai passé les jours suivants dans un état de calme productif. Tandis que le monde de Julien commençait à trembler, je construisais le mien. J'ai ignoré les dizaines de messages qu'il m'a laissés, passant de « Maman, c'est quoi cette réunion ?» à « Pour l'amour de Dieu, réponds-moi ». J'ai ignoré les appels de Chloé, certainement chargée d'utiliser son charme pour obtenir des informations. À la place, j'ai fait une excursion d'une journée dans les montagnes. Seul, j'ai rencontré un agent immobilier dans un petit village de montagne, un endroit où l'air est pur et où le silence n'est rompu que par le vent dans les sapins. Je ne cherche pas le luxe, ai-je expliqué à l'homme. Je cherche la paix. Je veux un endroit d'où je peux voir les étoiles. Il m'a emmené dans un chalet de bois et de pierre, au sommet d'une colline, avec un balcon surplombant une vallée verdoyante. C'était petit, rustique, mais il y avait une cheminée et d'immenses fenêtres. Il avait une âme. Tandis que l'agent parlait de la qualité du bois et du système de chauffage, je me promenais dans la maison et je sentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais chez moi. « Je le prends », ai-je dit, sans hésiter. J'ai signé l'offre d'achat sur le champ,
sur la table de la cuisine, en utilisant le capot de la voiture de l'agent comme support. La valeur du chalet était inférieure à ce que Julien avait dépensé lors de son dernier voyage de prospection. En même temps, sur un autre front, j'ai contacté un second agent, le plus discret et le plus cher de la capitale. Sa mission, vendre la villa. Dans le plus grand secret, la maison, bien sûr, était à mon nom. C'était mon bien le plus précieux, le symbole de ma réussite, et la scène où leur ingratitude s'était épanouie. Le jeudi, l'agent m'a appelé. Nous avons une offre irrefusable, Hélène. Un acheteur étranger, qui paie comptant. Il nous faut juste organiser une visite discrète. Le vendredi matin, jour de la réunion à l'entreprise, la sonnette de la villa a retenti. Chloé a ouvert. C'était un homme élégant, accompagné d'une femme. « Bonjour, nous sommes du cabinet d'architecture. Madame Hélène nous a permis de visiter la maison pour un projet d'aménagement paysager, a dit l'agent avec l'excuse que nous avions convenue. Je suis apparue en haut de l'escalier avec une sérénité qui l'a terrifiée. « Laissez-les entrer, Chloé, ma chérie. Faites comme chez vous, ai-je dit, avant de partir pour ma réunion. Je l'ai laissée derrière moi, arpentant nerveusement la maison, sentant que les murs qu'elle croyait siens étaient mesurés et évalués par des étrangers. La réunion à l'entreprise fut rapide. Maître Leroy a présenté l'émotion. La création du conseil, l'embauche d'un nouveau PDG, la révocation de Julien de son poste de directeur. En tant qu'actionnaire majoritaire, avec 90% des parts, mon vote était le seul qui comptait. J'ai voté oui à tout. À la fin, l'un des conseillers, un vieil ami, m'a demandé en privé « Hélène, as-tu perdu la tête ?»« Non, Alphonse, ai-je répondu. J'ai enfin retrouvé la raison. Ce soir-là, j'ai convoqué ma propre réunion, dans le salon de la villa. Julien et Chloé m'attendaient, les visages tendus de colère et d'anxiété. Ils avaient passé la journée à apprendre les nouvelles par des tiers. L'humiliation de Julien à l'entreprise avait été totale. « Je peux savoir ce que c'est que cette mascarade ?» a-t-il commencé, la voix tremblante. « Non, tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as fait de moi un moins que rien dans l'entreprise que mon père a fondée. »« Ton père n'a rien fondé, ai-je dit, la voix tranchante comme du verre. Ton père a laissé des dettes. C'est moi qui ai fondé cette entreprise, avec ma sueur et mes larmes, pendant que tu jouais dans le jardin. » Chloé est intervenue. « C'est une vengeance, Hélène? À cause d'un cadeau stupide? Tu détruis ta famille pour un foulard ?» Je les ai laissés parler. Ils ont crié, accusé, imploré. Ils ont joué toute la pièce de l'indignation et de la victimisation. J'ai attendu que la tempête passe. Quand le silence est enfin tombé, lourd et épuisé, j'ai agi. J'ai posé 3 enveloppes sur la table basse. La première était pour Julien. « Ceci est une lettre officielle, » dis-je calmement. « C'est une offre d'emploi pour le poste de responsable marketing régional au Château Aurore. Le salaire est indiqué. Les objectifs aussi. Tu as jusqu'à lundi pour accepter. Sinon, considère-toi licencié. » La deuxième était pour eux deux. « Ceci est le contrat de vente de cette maison. Il a été signé aujourd'hui. Le nouveau propriétaire prendra possession dans 30 jours. Vous avez 1 mois pour trouver un autre endroit où vivre. » Le visage de Chloé est devenu un masque d'horreur blafard. Julien semblait sur le point de s'évanouir. Il m'a regardé, les yeux écarquillés de panique et de haine. « Vivre ? Vivre où ? Tu ne peux pas nous mettre à la rue. »« Je ne vous mets pas à la rue, » ai-je dit en me levant. « Je vous renvoie au monde réel. Un monde où les gens vivent avec l'argent qu'ils gagnent, pas avec celui que maman leur donne. » J'ai pris la 3e enveloppe, qui ne contenait que la clé de mon nouveau chalet. Je l'ai rangée dans mon sac. Je me suis dirigée vers la porte pour la dernière fois. Julien a couru devant moi, me barrant le passage. « Tu ne vas pas faire ça, je suis ton fils, tu m'aimes. » Je me suis arrêtée à quelques centimètres de lui. J'ai plongé mon regard dans le sien, ces mêmes yeux qui m'avaient un jour regardé avec adoration. « Je t'aime tellement, mon fils, » ai-je murmuré. « Tellement que je te donne la seule chose que mon argent n'a jamais pu t'acheter, la chance de devenir un homme. » Je l'ai contourné, j'ai ouvert la porte et je suis sortie dans la nuit froide, sans un regard en arrière. Je les ai laissés, paralysés au milieu du salon, au milieu des ruines du monde facile qu'ils croyaient éternel. Le tremblement de terre avait enfin eu lieu. 6 mois ont passé. 6 mois durant lesquels le silence a été ma seule réponse. Dans mon refuge à la montagne, le temps a pris une nouvelle texture. Les heures n'étaient plus des ennemis à vaincre, remplies de réunions et de rapports. Elles étaient des alliés. J'ai appris à distinguer le chant des oiseaux,
à sentir le changement du vent annonçant la pluie, à apprécier le cycle lent et honnête de la nature. Mon chalet, autrefois un acte de rébellion, est devenu mon sanctuaire. J'ai peint les murs d'un crème chaud, j'ai planté un jardin d'herbes aromatiques à la fenêtre de la cuisine, et j'ai découvert un plaisir presque enfantin à faire du pain, sentant la pâte vivante sous mes mains, ces mêmes mains qui avaient un jour signé la démolition du monde de mon fils. Je ne me suis pas détachée du château Aurore, je l'ai transformé. Chaque vendredi, je recevais par email un rapport concis d'Arthur, le nouveau PDG. Un homme brillant, implacable, sans aucun bagage émotionnel pour entraver ses décisions. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, coûts opérationnels réduits de 30%, contrats avec les fournisseurs renégociés, marge bénéficiaire en hausse pour la première fois en 3 ans. Arthur taillait les branches mortes exactement comme je savais qu'il le fallait. Le domaine était en train de guérir, et moi aussi. Mon rétablissement ne consistait pas à oublier ce qui s'était passé. C'était d'accepter que la décision la plus douloureuse de ma vie avait aussi été la plus juste. Tandis que ma vie se remplissait de paix et de sens, celle de Julien et Chloé se vidait de tout ce qu'ils connaissaient. Les nouvelles me parvenaient par Maître Leroy. Ils ont vendu leurs 2 voitures de luxe. Ils ont quitté la villa pour un appartement de 3 pièces dans un quartier bourgeois. Le plus grand choc, cependant, fut celui de la réalité. Chloé, qui se vantait de son diplôme en relations publiques, a découvert que le marché du travail n'était pas aussi glamour que ses déjeuners. Elle a trouvé un poste de responsable dans une boutique de luxe d'un centre commercial. Elle passait ses journées debout, à sourire à des clientes riches et gâtées, exactement le genre de femme qu'elle était autrefois. La fatigue dans sa voix, les rares fois où elle a laissé un message sur ma boîte vocale, étaient palpables. Mais la véritable épreuve était celle de Julien. Arthur, fidèle à sa réputation, ne lui a accordé aucun répit. Le poste de directeur de l'innovation a été supprimé. Le grand bureau avec vue sur les vignes a été occupé par quelqu'un d'autre. Julien a été affecté à un box au fond du service marketing avec le titre de « responsable de comptes régionaux ». Son salaire, bien que correct, représentait un tiers de ce qu'il avait l'habitude de dépenser par mois. Pour la première fois, il avait un patron. Et Arthur était un patron qui exigeait l'impossible, des résultats. Les 2 premiers mois, Julien s'est rebellé. Il arrivait en retard, présentait des idées farfelues et sans fondement, tentait d'utiliser son nom de famille pour intimider l'équipe. Lors d'une réunion, m'a raconté Maître Leroy, Julien a présenté un projet très coûteux pour lancer un vin dans une bouteille qui s'illuminait dans le noir. Arthur a écouté toute la présentation en silence, puis à la fin, il a dit une seule phrase, devant tout le monde. « Où sont les données qui prouvent que cela nous fera vendre ne serait-ce qu'une bouteille de plus, Julien ?» Julien a bafouillé. Il n'y avait pas de données. Il n'y en avait jamais eu. Arthur a rejeté le projet d'un geste de la main. « Apportez-moi des solutions, pas des feux d'artifice. » Suivant. L'humiliation, cette fois, ne fut pas émotionnelle. Elle fut professionnelle. Et ce fut la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Quelque chose dans cette défaite publique l'a brisé, ou l'a reconstruit. Il a commencé à arriver à l'heure. Il a cessé de proposer des idées vides et a commencé à écouter. Il a accompagné les commerciaux dans leurs tournées, visitant des supermarchés de banlieue et des petites épiceries. Il a commencé à parler aux ouvriers du vignoble, ces hommes aux mains sales de terre qu'il avait toujours ignorés. Pour la première fois, il apprenait à connaître l'entreprise qu'il croyait sienne. Son baptême du feu prit la forme d'un marché considéré comme perdu, l'intérieur du Nord-Est. Les ventes dans la région avaient chuté de 40% en 2 ans. C'était un dossier dont personne ne voulait. Arthur, dans un éclair de génie ou de cruauté, le confia à Julien. « Réglez ça », lui dit-il. Julien y est allé. Il a passé 20 jours à voyager dans de petites villes, dormant dans des hôtels modestes, mangeant dans des restaurants de bord de route. Il n'avait pas un gros budget. Il ne pouvait pas engager de célébrités ou organiser des événements luxueux. Il n'avait que son temps, sa voiture et le besoin désespéré de se prouver quelque chose. Il a écouté les petits distributeurs. Il a compris les problèmes de logistique, la concurrence des boissons locales moins chères. Au lieu d'imposer une solution venue d'en haut, il a créé un programme de primes pour les vendeurs locaux et a ajusté la marge bénéficiaire pour rendre le produit plus compétitif. C'était des stratégies de base, le genre de choses que j'avais essayé de lui apprendre pendant des années. Mais il a dû apprendre seul, sur le terrain.
3 mois plus tard, le rapport d'Arthur est arrivé dans ma boîte mail avec une ligne surlignée en jaune. Vente région Nord-Est, augmentation de 7% sur le trimestre. L'initiative du responsable Julien a inversé la tendance à la baisse. J'ai lu cette phrase 3 fois. 7%. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une fortune. Mais c'était réel, c'était à lui. Obtenu non pas avec mon argent, mais par ses propres efforts. Une fierté silencieuse et douloureuse a fleuri dans ma poitrine. Ce soir-là, j'étais sur le balcon de mon chalet, à regarder les étoiles, quand le téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas vu sur mon écran depuis 6 mois. Mon cœur a fait un bond. J'ai hésité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Maman ?» La voix à l'autre bout était différente. Plus basse, plus grave, fatiguée. « Bonsoir, Julien. » Il y eut un long silence. Je pouvais entendre sa respiration. Je voulais juste te le dire. On a réussi à augmenter les ventes dans le Nord-Est. Sa voix était presque un murmure. Il n'y avait ni arrogance, ni vantardise. Juste le fait. Une vague d'émotion m'est montée à la gorge. J'ai dégluti. J'ai vu le rapport, mon fils. Félicitations. C'est un excellent travail. Merci, a-t-il répondu. Un autre silence. Puis, sa voix a flanché. Maman, est-ce que je pourrais venir te voir ce week-end? Chloé et moi. Sans cadeau, sans fête. J'aimerais juste discuter. La question est restée suspendue dans l'air froid de la montagne, chargée du poids de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que, peut-être, pour la première fois, nous avions une chance de trouver. La question de Julien est restée en suspens, un abîme de 6 mois de silence et de douleur contenu en quelques mots. J'aimerais discuter. C'était la phrase que j'avais attendue toute ma vie, mais qui, maintenant, me semblait presque dangereuse. J'ai respiré l'air frais de la montagne, sentant l'odeur des pins et de la terre humide, et j'ai trouvé ma réponse, non dans mon cœur blessé, mais dans ma nouvelle paix inébranlable. Oui, Julien, je vous attends samedi. Venez pour le déjeuner. J'ai passé les 2 jours suivants dans une sorte de rituel silencieux. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était une préparation. J'ai préparé la maison non pas pour recevoir des invités, mais pour clore un chapitre. J'ai fait un 4/4 au citron, une recette de ma grand-mère, la seule dont Julien se souvenait et qu'il aimait dans son enfance. J'ai cueilli des fleurs sauvages de mon jardin et les ai mises dans un simple vase en terre cuite sur la table. Il n'y avait pas de nappe en lin, ni de couverts en argent. Il y avait seulement la vérité de ma nouvelle vie, simple, réelle, non négociable. Ils sont arrivés samedi à midi. La voiture qui a gravi le chemin de terre jusqu'à mon chalet n'était pas une berline de luxe, mais une citadine pratique, avec une petite éraflure sur le pare-choc. Julien est descendu le premier. Il était plus mince, son visage marqué par de nouvelles rides de fatigue, mais ses épaules n'étaient plus voûtées par l'arrogance, mais droites par la responsabilité. Chloé est descendue ensuite. La reine de l'élégance urbaine semblait une étrangère ici. Elle portait une robe simple et des ballerines, les cheveux attachés en un chignon fonctionnel. Ses yeux, autrefois étincelants de défi, portaient maintenant une ombre d'incertitude, celle de quelqu'un qui ne sait plus sur quel territoire il se trouve. Les retrouvailles sur le seuil furent sobres. Pas d'accolade, juste un hochement de tête. « Maman, Julien, Chloé, entrez !» Je les ai conduits sur le petit balcon où une table en bois était déjà mise. J'ai servi du café dans des tasses en céramique, sans soucoupe, sans luxe. Ils se sont assis, mal à l'aise, les mains sur les genoux, comme des enfants attendant une réprimande. Le silence était dense, seulement rompu par le bruit du vent. C'est Julien qui l'a brisé. Il ne me regardait pas, il regardait la vallée verdoyante devant nous. « J'ai passé les 6 derniers mois à penser que tu me détestais, » commença-t-il, la voix basse, presque inaudible. Chaque jour, je me réveillais en colère. Contre toi, contre Arthur, contre le monde entier. Je pensais que tu m'avais puni pour une erreur, pour une stupidité d'un instant. Il s'est enfin tourné vers moi et ses yeux étaient rouges. Mais ce n'était pas pour ça, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas puni, tu m'as sauvée. Je suis restée silencieuse, écoutant simplement. Je ne savais pas ce que c'était que de travailler, a-t-il avoué, et le mot est sorti avec le poids d'un rocher. Je pensais que travailler, c'était avoir des idées, aller à des déjeuners, dépenser l'argent que tu gagnais. Je n'ai jamais connu la peur de ne pas atteindre un objectif, la vraie sueur, la petite joie réelle d'un résultat que l'on a obtenu seul.
Cette augmentation de 7% dans le nord-est, maman, c'est la première chose dans ma vie que j'ai senti être vraiment à moi. Il s'est arrêté, l'émotion lui serrant la gorge. Chloé, à côté de lui, a posé une main sur son bras. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Pour la fête des mères », a-t-il poursuivi, la voix brisée. Je savais que c'était mal. Au fond de moi, je le savais. Mais j'étais si désespérée d'impressionner Chloé, de prouver à Liliane que j'étais le gendre parfait, que je t'ai sacrifié. Il était plus facile de te rabaisser que de grandir pour être un homme à ta hauteur. J'ai utilisé ton amour inconditionnel comme une excuse pour être un salaud. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et je suis désolée. Je ressens une honte qui, je crois, ne passera jamais. L'air s'est alourdi de l'honnêteté de ses paroles. C'était plus que ce que j'avais jamais espéré entendre. Puis, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Chloé s'est penchée en avant. « Ce n'était pas seulement de sa faute, Hélène, » dit-elle, m'appelant par mon prénom pour la première fois depuis des années, sans une once de sarcasme. L'idée venait de moi. L'humiliation, c'est moi qui l'ai planifiée. Je l'ai regardée, attendant. « J'étais jalouse de vous », a-t-elle admis, les mots sortant avec difficulté. « J'étais jalouse de votre force, de votre histoire. J'étais l'épouse, mais vous étiez le pouvoir. Vous étiez la reine. Et moi, dans mon insécurité, ma petitesse, j'ai cru que pour briller, je devais éteindre votre lumière. Je voulais vous mettre à votre juste place de grand-mère, de petite vieille, pour pouvoir monter sur le trône. C'était cruel, c'était mesquin, et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Parce que quand vous êtes parti, la lumière ne s'est pas tournée vers moi. Toute la maison est restée dans le noir. Sa confession m'a désarmée. Ce n'était pas la méchante, la manipulatrice. C'était juste une femme en proie au doute, qui avait utilisé les mauvaises armes pour mener une bataille qui n'existait que dans sa tête. Un long silence s'est installé entre nous trois. Le vent sifflait, un oiseau a chanté. Et, pour la première fois, nous n'étions pas mère, fils et belle-fille. Nous étions trois adultes, nus dans nos vérités, nos failles et nos regrets. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine et j'ai coupé 3 parts de gâteau. Je les ai posées dans des assiettes et je les ai servis. Ils m'ont regardé, surpris. Je n'avais pas besoin d'excuses, dis-je, la voix calme. J'avais besoin de vous, de la version de vous que je pouvais admirer. Il semble que vous l'ayez enfin rencontrée. Julien et Chloé se sont mis à pleurer. Des pleurs silencieux, de soulagement, de douleur, de catharsis. Après un moment, Chloé a séché ses yeux et a regardé Julien, qui a hoché la tête. Elle s'est tournée vers moi. « Il y a autre chose, Hélène, » dit-elle avec un demi-sourire tremblant. « Nous ne sommes pas seulement venus pour demander pardon. Nous sommes venus vous dire que vous allez être grand-mère. » La nouvelle s'est posée doucement sur mon cœur. Un petit-fils, une nouvelle vie, un nouveau départ. Et nous voulions vous demander, a complété Julien, la voix maintenant ferme. Nous voulions vous demander d'être la grand-mère de notre fils, la grand-mère présente, la grand-mère forte, la grand-mère qui l'admirera autant que j'ai appris à vous admirer. À ce moment-là, toute la douleur des dernières années s'est dissipée. Mon plan n'avait pas été un acte de guerre, il avait été un acte d'amour, le plus dur et le plus nécessaire de tous. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit jardin. Je suis revenue avec 3 plants de romarin dans les mains. J'en ai donné un à Julien et un à Chloé. J'ai gardé le 3e. Tout ce qui est vivant a besoin de soins pour grandir, ai-je dit en les regardant. Et parfois, il faut le tailler, sévèrement, pour qu'il puisse donner les meilleurs fruits. Souvenez-vous-en. Là, sur le balcon de mon chalet, sous le soleil de l'après-midi, nous tenions tous les 3 dans nos mains la fragile promesse d'un nouveau départ. Le passé n'était pas oublié, mais pour la première fois, il était enfin à sa juste place, derrière nous. Avec la sérénité de celle qui achève un long voyage, voici la 11e partie du scénario. Aujourd'hui, mon petit-fils, Théo, a 6 mois. Depuis le balcon de mon chalet, je le regarde dans les bras de Julien, tous deux contemplant la même vallée qui fut un jour le témoin de la conversation la plus difficile de nos vies. Le romarin que j'ai planté ce jour-là a poussé, robuste et parfumé, dans mon jardin. C'est la première odeur que je sens chaque matin, un rappel que la croissance nécessite parfois une coupe profonde pour avoir lieu. Pendant plus de 30 ans,
j'ai cru au mythe du sacrifice. La société nous enseigne, dès notre plus jeune âge, que l'amour d'une mère est une équation de renoncement. Plus tu te donnes, plus tu disparais, et plus grand est ton amour. J'ai vécu ce mensonge. Je l'ai défendu. J'ai effacé mes propres désirs, fait taire mes propres douleurs, et je suis devenue la fondation invisible sur laquelle le bonheur de mon fils a été construit. Je pensais élever un homme reconnaissant. En réalité, j'élevais un roi dans un château dont les murs étaient faits de ma propre substance, et il ne s'est jamais demandé si, un jour, il pourrait s'effondrer. L'amour qui n'enseigne pas les limites n'est pas de l'amour, c'est de la permissivité. L'amour qui n'exige pas le respect n'est pas de l'affection, c'est de la servitude. J'ai dû être publiquement humiliée pour comprendre une leçon que les vignes m'ont enseignée toute ma vie. La taille est essentielle. Une vigne qui n'est pas taillée pousse de manière sauvage, enchevêtrée, faible. Elle s'étend, mais ne produit pas de raisins de qualité. Elle donne l'illusion de l'abondance, mais ne génère pas de fruits de valeur. Je n'ai jamais taillé mon fils. Je l'ai laissé pousser sauvagement, nourri par mon excès de soins, et il est devenu faible, incapable de produire ses propres fruits. Cette fête des mères n'a pas été une humiliation. C'était mon sécateur. Et la coupe, bien que douloureuse, nous a sauvés tous les deux. Le pardon, ai-je découvert, n'est pas un acte d'absolution. Ce n'est pas effacer le passé d'un coup de gomme. Les excuses de Julien et Chloé, ce jour-là, furent le début et non la fin du processus. La véritable guérison n'est pas venue de leurs paroles, mais de leurs actions au cours des mois qui ont suivi. Elle est venue en voyant Julien rentrer fatigué du travail, mais avec une lueur de fierté dans les yeux. Elle est venue en voyant Chloé apprendre à gérer un budget, renonçant au luxe superflu pour acheter les affaires de Théo. Elle est venue en recevant la première photo de mon petit-fils, non pas avec une demande d'aide pour payer l'assurance santé, mais simplement pour partager la joie. Ils ne m'ont pas rendu ce qu'ils avaient dans le prix. Ils ont construit quelque chose de nouveau. Et c'est sur ce nouveau terrain, fertilisé par l'humilité et arrosé par l'effort, que mon pardon a fleuri. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas la PDG du château Aurore, ni la mère de Julien, ni la grand-mère de Théo. Je vois Hélène, une femme qui aime l'odeur de la terre mouillée, qui trouve la paix dans le silence des montagnes, qui a appris à peindre à l'aquarelle et qui fait un pain au levain qui fait la fierté du voisinage. Ma vie n'est plus définie par la taille de mon entreprise ou les succès de mon fils. Elle est définie par la somme de mes petites joies, de mes petits rituels. Pendant des années, ma valeur était liée à ce que je pouvais faire pour les autres. Aujourd'hui, je sais que ma valeur réside simplement en qui je suis. La femme que j'étais aurait passé le reste de sa vie à se sacrifier, recevant un foulard par an et appelant cela de l'amour. La femme que je suis aujourd'hui comprend que l'amour le plus important est celui qui nous apprend à dire « ça suffit », assez d'être invisible, assez d'accepter des miettes, assez de s'effacer au nom d'une gratitude qui n'arrive jamais. Je pensais que ma plus grande force était ma capacité à tout supporter en silence. Aujourd'hui, je sais que la véritable force réside dans la sagesse de reconnaître le moment exact de faire du bruit, même si le seul son est celui de la porte qui se ferme derrière soi, en direction de sa propre liberté. Avec la certitude de celle qui arrive à destination, voici la 12e partie du scénario. Julien n'est pas devenu le PDG du château Aurore, et ce fut la plus grande bénédiction de sa vie. Sous le mentorat ferme d'Arthur, il est devenu quelque chose de bien plus précieux, un professionnel compétent. Aujourd'hui, il dirige la division de développement des nouveaux marchés, un poste qu'il a obtenu non par héritage, mais par mérite, après avoir présenté un plan d'expansion pour l'Amérique latine qui a impressionné le Conseil. Il est toujours un cadre, mais un cadre respecté par son équipe, connu pour son éthique de travail nouvellement acquise. Ses mains, autrefois douces et inutiles, ont maintenant la rugosité subtile de celui qui a appris à tailler ses propres vignes. C'est un père présent, qui change les couches, qui se lève la nuit, qui enseigne à son fils la joie de se salir les pieds dans la terre. Il construit son propre héritage. Chloé, quant à elle, a trouvé son salut dans la chute. Son emploi dans la boutique de luxe a duré exactement 3 mois, jusqu'à ce qu'elle ne supporte plus l'humiliation de servir les femmes qui avaient été un jour ses semblables.
Avec le peu d'argent qu'ils ont économisé et après beaucoup de thérapie, elle a ouvert une petite agence de conseil en images pour les nouvelles entrepreneuses. Elle utilise son expérience du monde du luxe, non pas pour parader, mais pour apprendre à d'autres femmes à construire des marques fortes. Notre relation aujourd'hui est un armistice cordial, basé sur un respect mutuel et distant. Nous ne sommes pas amis. Nous ne le serons jamais. Mais elle me respecte en tant que grand-mère de son fils. Et je la respecte en tant que femme qui, forcée de descendre de son piédestal, a trouvé une force qu'elle ne se connaissait pas. Et Liliane ? Le destin de Liliane fut le plus ironique de tous. Son château d'apparence, bâti sur l'argent et le statut des autres, s'est effondré en silence. Sans son gendre riche pour financer ses luxes, son cercle d'amis de la haute société s'est dissipé comme de la fumée. Elle a dû vendre son appartement opulent et déménager dans un endroit plus petit, compatible avec sa pension. Sa punition ne fut pas la pauvreté, mais quelque chose de bien pire pour une femme comme elle, l'insignifiance. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, par une cousine éloignée, elle passait ses après-midi dans les cafés, à raconter les histoires d'un passé glorieux à qui voulait bien l'entendre. Personne n'écoutait plus. Ma relation avec Julien et sa famille a trouvé un nouveau rythme, sain et réel. Ils me rendent visite au chalet une fois par mois. Il n'y a plus de formalité. Ils arrivent avec des sacs de courses, nous cuisinons ensemble, nous nous asseyons par terre dans le salon pour jouer avec Théo. La dynamique s'est inversée. Avant, ils venaient pour être servis. Maintenant, ils viennent pour servir, pour prendre soin, pour participer. L'amour a cessé d'être une transaction financière pour devenir un acte de présence. Le jour de la fête des mères suivant, 1 an exactement après l'humiliation, ils sont venus pour le déjeuner. La journée était ensoleillée, l'air de la montagne, pur. Pas d'autres invités, pas d'ostentation. Juste nous 3 et le petit Théo. Après le déjeuner, Julien m'a tendu une boîte rectangulaire, joliment emballée. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'ai ouvert avec des mains fermes. À l'intérieur, ni bijoux, ni clés de voiture. Il y avait un journal, à la couverture de cuir, et un élégant stylo-plume à côté. J'ai regardé Julien, sans comprendre. Il m'a tendu une petite carte. L'écriture était la sienne, soignée, la même que sur les mots de son enfance. Il était écrit « Maman, toute ma vie, j'ai cru que ton histoire parlait de moi. Aujourd'hui, je comprends que les chapitres sur mon éducation n'étaient que le début. Le reste du livre est à toi, et à toi seul. Il est temps que tu commences à l'écrire. » Les larmes qui sont venues n'étaient ni de douleur, ni de soulagement. C'était une gratitude sereine. Il m'avait enfin vue. Pas comme une mère, pas comme une pourvoyeuse, mais comme une femme, avec sa propre vie, avec une histoire qui méritait encore d'être racontée. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise sur le balcon. Théo dormait paisiblement dans son berceau. Le journal était sur mes genoux. Je l'ai ouvert à la première page, blanche, pleine de possibilités. J'ai embrassé le silence, la solitude qui était maintenant ma compagne, pas mon ennemi. Et pour la première fois, en 63 ans, j'ai senti que ma vie n'était pas ce que j'avais construit pour les autres, mais ce que j'étais, enfin sur le point de construire pour moi-même. Le passé était en paix, l'avenir était une page blanche, et le stylo était dans ma main. Ce soir-là, le journal sur les genoux et le stylo à la main, je n'ai pas écrit un seul mot. Je suis simplement restée là, à sentir le poids réconfortant de la page blanche. Et je me suis demandé, qu'écrit-on une fois la guerre terminée et la paix enfin arrivée? Que fait une femme de sa liberté, après avoir passé une vie entière dans une prison d'amour et de devoirs qu'elle s'est elle-même construite? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment connaissent cette prison. C'est une prison sans barreaux, la plus difficile à fuir. C'est la chambre que vous nettoyez et que personne ne remarque. C'est le dîner que vous préparez avec amour et qui est mangé en silence, les yeux rivés sur un téléphone. C'est le « je t'aime » que vous dites et auquel on répond par un « C'est la promotion au travail que vous refusez parce que votre succès pourrait éclipser le sien. C'est le rêve que vous rangez dans un tiroir pour que le rêve de quelqu'un d'autre puisse occuper toute la maison. On nous apprend, à nous les femmes, à être le fondement, la base, le pilier. Et nous oublions qu'aucune construction ne vaut la peine si, pour la maintenir debout, la fondation doit être écrasée jusqu'à être réduite en poussière. Mon histoire ne parle pas d'un foulard ou d'une montre.
Elle parle du moment où la poussière décide de refuser d'être de la poussière. Elle parle de la découverte que le fondement a le droit de bouger et que parfois il faut un tremblement de terre pour qu'un nouveau jardin puisse fleurir. La force d'une femme ne réside pas dans sa capacité à supporter le poids du monde en silence. La véritable force réside dans la sagesse de savoir quand lâcher ce poids, même si tout autour menace de s'effondrer. Car ce qui s'effondre, ce n'est pas le monde. C'est seulement l'illusion que les autres ont bâtie sur votre infinie capacité à servir. La page blanche devant moi ne m'effraie plus. Elle est la preuve que mon histoire ne s'est pas terminée ce jour de fête des mères. Là, elle n'a fait que recommencer. Et cette fois, l'auteur, c'est moi. Si quelque chose dans ce parcours a touché votre cœur, si vous vous êtes déjà senti invisible sur la scène de votre propre vie, faites plus qu'aimer cette vidéo. Laissez un morceau de votre force ici. Commentez avec la certitude de celle qui signe son propre nom sur un document de libération. Mon histoire est mon plus grand patrimoine. Partagez ce message avec une femme que vous aimez, une femme qui a peut-être oublié le pouvoir qui réside dans sa propre voix. Et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous nous rappelons les unes aux autres que le stylo pour écrire le prochain chapitre a toujours été et sera toujours entre nos mains.